Des bruits d'épée pour ouvrir cet épisode du podcast Parole d'Histoire, parce qu'on parle aujourd'hui du très beau film de Ridley Scott, Les Duellistes, avec l'historien Fadi El Hadj. Attention au spoiler si vous ne l'avez pas vu, allez vite le regarder, ça se trouve facilement en VOD et vous ne le regretterez pas. Vous retrouvez toutes les émissions sur des films sur paroledhistoire.fr, tous les autres épisodes également. Merci et très bonne écoute. J'ai le plaisir d'être de nouveau avec Fadi El Hadj, bonsoir. Bonsoir André. On avait discuté ensemble de Tintin en Amérique latine. Vous êtes historien, chargé d'études documentaires aux Archives nationales, spécialiste d'histoire moderne, de la noblesse et même un peu d'histoire napoléonienne. On rappelle l'un de vos derniers ouvrages, Le sabordage de la noblesse, mythe et réalité d'une décadence en 2019 chez Passé Composé. Et on va discuter ensemble du film Les Duellistes, The Duelists, de Ridley Scott en 1977. Alors c'est le troisième film de Scott dont on va parler dans le podcast après Gladiator et après le très sous-estimé à mon avis Dernier Duel, avant peut-être Kingdom of Heaven ou 1492. Pour commencer, simplement, Fadi, pourquoi ce film vous intéresse et comment vous l'avez rencontré ? Alors ce film, c'est une longue histoire. Je l'ai découvert d'une manière assez fortuite parce que j'avais été invité à une soirée projection au château de Lampéry en 2015, donc près d'Aix-en-Provence. Et c'était une rencontre débat autour du film Les Duellistes. Alors à l'époque, je n'avais pas vu le film. Comment j'ai pu me rattraper juste avant ? J'en avais parlé dans les couloirs de Guerre et Histoire à l'époque quand ils étaient à... C'était à Montrouge, oui. Et Jean Lopez m'avait donné le DVD. Et donc il m'a dit, comme ça, tu peux préparer ta présentation. Donc j'avais regardé Duelist la première fois, donc sur ma télé, qui est une télé normale, c'est-à-dire c'est sûrement pas une 4K. Donc et la première vision, était assez décevante parce que le film, peut-être c'est l'écran de ma télé était un peu petit par rapport à l'ampleur du film, et puis aussi en tant qu'historien parfois je tique sur des détails parce que comme je suis du genre à critiquer un film quand je vois que c'est pas la bonne station de métro et qu'on sait que c'est Porte des Lilas Cinéma qui est utilisé pour une station de la ligne 12, ça va pas. Et là j'avais vu un portrait de Napoléon de 1812, le portrait de David en 1800-1801, je me suis dit oui. Et donc la première vision était un peu décevante. Puis je l'ai vu à Lampéry en grande projection sur un grand écran de cinéma en plein air et c'était magnifique. Et à l'époque j'étais enseignant de lettres-histoire en lycée professionnel et il y avait dans le programme de français une partie qui s'appelait Parcours de personnages et je me suis dit Les Duellistes en prenant le film, en étudiant les séquences du film mais en complétant mon cours avec des extraits de la nouvelle de Joseph Conrad, Le Duel. Avant de parler de cette nouvelle de Conrad, un petit mot sur le contexte du film. Il est tourné et il sort en 1977, à un moment où Ridley Scott a 38 ans. Il n'a jamais encore tourné de long métrage, c'est son premier. Il a fait jusque-là de la publicité, des décors, il a une formation artistique et il réalise un premier film qui est assez éblouissant en fait. Il a d'ailleurs le prix de la première œuvre au Festival de Cannes 1977. Il s'est entouré d'une équipe de grands talents, notamment un chorégraphe de combat dont on reparlera peut-être, William Hobbs, qui est assez légendaire dans le milieu puisqu'il a par la suite travaillé entre autres sur Excalibur, sur Cyrano de Bergerac, de Rapneau, même sur Game of Thrones à la toute fin de sa vie. Donc il y a cette dimension-là qui donne beaucoup de valeur au film, et puis une grande recherche picturale aussi. Enfin voilà, il y a quelque chose de très très fort dans les cadrages et dans les références picturales, même s'il y a une petite erreur de tableau, comme vous l'avez dit, il y a aussi quelque chose de très puissant dans la manière dont le cadre évoque précisément des œuvres de l'époque. Alors, c'est une nouvelle au départ, The Duel, le duel, de Joseph Conrad, paru en 1908. Joseph Conrad, c'est cet écrivain de langue anglaise d'origine polonaise, qui était lui-même fasciné par les guerres napoléoniennes et qui est sans doute tombé sur une série d'anecdotes qui l'ont inspiré pour raconter cette histoire. Alors, en effet, on raconte beaucoup que Joseph Conrad a été inspiré par une histoire entre deux soldats napoléoniens qui s'étaient établi mutuellement une règle d'honneur pour se battre en duel à chaque fois qu'ils se trouvaient à proximité. Donc de loin,
il a pu en effet s'en inspirer, mais alors à titre personnel, je trouve que c'est justement, on va dire, le sujet de surface et on le retrouve bien, mais derrière, il y a un côté, je trouve, très balsacien, puisque c'est une métaphore de l'histoire napoléonienne. On a des personnages, on peut avoir l'histoire globale, générale, tout autour, c'est un contexte, mais la propre existence d'Hubert et de Ferraud fait qu'on retrouve l'histoire de France et que finalement ce sont ces petites vies individuelles, ces actions individuelles qui se font en apparence hors du temps, mais qui sont en fait l'incarnation du temps. Conrad s'est sans doute inspiré de deux personnages réels qui s'appellent Pierre Dupont de l'Étang et François-Louis Fournier-Sarlevez. Et Fournier-Sarlevez apparemment était un diable absolument redoutable, condamné pour duel. Enfin, il a été réprimandé plusieurs fois. C'était quelqu'un visiblement de très particulier. On en sait un peu plus sur ce personnage? Alors, ce personnage est nimbé d'une certaine légende, c'est-à-dire qu'on avait pas mal de figures un peu, on va dire, légendaires, qui devaient incarner une bravoure. Donc, en effet, Fournier paraît vraiment comme un personnage qui incarne un petit peu cette bravoure de la Révolution et de l'Empire, qui est un petit peu une rupture avec cette finesse d'Ancien Régime qui était incarnée par la guerre réglée. Donc cette guerre qui était censée être contrôlée avec un respect autant que possible des populations, avec un cadre strict qui faisait que s'il y avait un soldat qui était en dehors de la règle, que ce soit par le duel, par le vol ou quoi, donc il pouvait être pendu ou exécuté d'une autre manière. Et là, on a finalement un retour d'un certain panache. Donc Fournier incarne un petit peu ça, d'autant plus qu'il est quand même arrivé au grade de général de division, qui était le grade le plus élevé de l'armée, puisque je rappelle que maréchal d'Empire, c'était une dignité, c'était pas un grade, et donc il est quand même monté par son incarnation de la bravoure, de ce panache napoléonien qui finalement a transfiguré même toute l'histoire de France au XIXe siècle. Alors c'est intéressant que Conrad écrive sur le duel en 1908, parce qu'en 1908, c'est encore une époque où on se bat en duel, peut-être pas autant que plus tôt dans l'histoire, mais malgré tout, il y a beaucoup de duels au moment de l'affaire Dreyfus, en France par exemple, il y a encore des étudiants allemands qui se battent en duel régulièrement, ça fait un peu partie de leur ethos aristocratique ou voulu comme tel. Où on en est vis-à-vis du duel au début du XXe siècle en Europe? Alors, le duel, c'est vrai que c'est plus mon maître Hervé Drévillon qui l'avait abordé, et puis aussi Pierre Cernat, qui était un de mes premiers professeurs aussi. Moi, j'avais toujours le sentiment que le duel avait perdu de sa superbe au milieu du 19e siècle, puisque il avait une connotation un peu plus politique. On le voit bien avec Armand Carrel, qui meurt tué en duel par Émile de Girardin. Aussi, on a finalement une connotation finalement un peu plus désuète, mais d'honneur, de politique, mais aussi journalistique. On le voit Oui, bien on avec pense à Bellamy, Clémenceau. voilà. Exactement, Clémenceau, ou même le dernier duel politique, enfin un petit peu médiatisé avec Gaston Defferre. Donc on voit bien que finalement il y a un peu un côté posture, mais on n'a plus cette idée de risquer sa vie comme un Évariste gallois. Pour moi vraiment la frontière c'est l'époque du règne de Louis-Philippe, où là le duel quand même perd un petit peu de son importance symbolique, on va dire d'honneur jusqu'à la mort. Il y a un changement. Sachant que c'est sous ce règne de Louis-Philippe que Alexandre Dumas écrit ce qui est peut-être l'apogée littéraire du duel avec sans doute Eugène Onégine de Pouchkine, c'est-à-dire Les Trois Mousquetaires, Mm. hein, qui est écrit en 1844 et qui, d'une certaine manière, on pourrait dire, romantise le duel au moment même où il cesse peut-être d'être aussi virulent dans la société. Oui, parce que on romantise souvent quand quelque chose finit. C'est là où finalement tout est nimbé par une sorte de rêve. On retrouve un idéal. On se dit qu'il y a un idéal de l'honneur, surtout qu'on a une époque de révolution industrielle. Donc finalement la puissance devient plus économique et il n'y a plus ce panache, cette espèce de d'ascension ou ce mythe de l'ascension sociale par l'épée, puisque finalement ça se fait comment?
par l'économie, par l'industrie. Donc là, on se dit le panache de l'épée est remplacé par le panache de fumée des usines. Alors, il faut qu'on parle du film, de son intrigue, qui suit de très près, sauf peut-être à la fin, on en reparlera, qui suit de très près l'intrigue de la nouvelle de Conrad. C'est non pas un duel, mais une série de duels, ou un duel plus générique entre deux figures, deux personnages archétypiques. On y reviendra sans doute sur cette opposition de caractère, d'apparence, etc., et d'origine. Mais l'histoire elle-même raconte comment un homme s'est battu en duel, un officier de hussards s'est battu en duel, et un autre officier, qui s'appelle Dubert, est chargé d'aller lui annoncer que un général est très mécontent et le consigne dans ses quartiers, il est mis aux arrêts, sauf que ça se passe pas du tout comme prévu. Lorsque Dubert va voir Ferro, donc Dubert joué par Keith Carradine et Ferro joué par Harvey Keitel, eh bien, Dubert va voir Ferro, et Ferro, au lieu d'accepter sa punition, le provoque en duel. Oui, alors c'est l'un des passages les plus intéressants du film, parce que dans le livre, j'avais l'impression que c'était moins ambigu, mais dans le film, on essaie à chaque fois de trouver la séquence où commence vraiment le duel, parce que c'est vrai qu'on se dit en surface que oui, c'est parce il a humilié devant Madame de Lionne que peut-être Ferro, par aussi ascension sociale, peut-être rêvait de courtiser, puisque un officier parti de rien veut bien contracter un bon mariage en ayant un peu de panache, en étant glorieux. Mais on voit bien que plus tard, même dans le film et dans le livre, Ferro dit ça n'avait rien à voir avec Madame de Lionne. Oui, alors peut-être pour expliquer, il se trouve en fait, Ferro, c'est-à-dire Harvey Keitel, se trouve dans un salon d'une dame strasbourgeoise au moment où Dubert est chargé de lui annoncer qu'il est mis aux arrêts, etc. Et du coup, on a l'impression qu'effectivement, il est très mécontent d'être sorti de cet univers où il espérait entrer, cet univers féminin, cet univers mondain dans lequel il espérait entrer, et il se sent insulté. D'ailleurs, je propose d'écouter un très bref extrait justement sur cette insulte perçue. But I can assure you that the hunting was no choice of mine. You have insulted me. You have insulted me! I have strained my patience in order not to do so. And I demand an apology. This is too ridiculous. I demand an apology. Voilà. Oui. Donc voilà, vous m'avez insulté, je demande des excuses. Donc ici, voilà, l'insulte et la réparation de l'insulte étant le duel, ça initie toute une série d'affrontements entre les protagonistes. Oui, tout à fait. Quand il y avait cet esclandre et en évoquant Bonaparte, Bonaparte n'a rien à voir là-dedans. Et là, il demande réparation. Donc, on a un peu un effet boule de neige. Il faut trouver un prétexte. D'abord, Madame de Lionne, puis ensuite, évocation de Bonaparte. Ah, on est en 1800, donc il y a un problème. Et en effet, ça lance un duel. Et on voit que Ferro est un personnage un peu qui essaie de vivre sur le pays. Même bon, là, si on est à Strasbourg, on est en France, mais donc il est logé chez une fermière qui en fait est sa maîtresse, enfin disons sa passade, puisque ça c'est l'image du soldat qui a une passade, se met en couple avec une jeune fille ou une jeune femme quand il est en garnison. Même on l'a dans plusieurs mémoires d'officiers du XVIIIe siècle, on a toujours cet élément récurrent. Et donc Dubert qui vient donc qui est obligé d'accepter le duel et qui finalement bat Ferro en duel la première fois, mais finalement ça n'arrange rien du tout. Oui, alors il est obligé d'accepter, littéralement, il est enfermé, il est piégé. On comprend qu'il ne peut pas se défiler ni physiquement, ni moralement en quelque sorte, puisqu'il ne peut pas non plus tourner le dos, rebrousser chemin, son propre honneur est engagé à partir de ce moment-là. Voilà, parce que Dubert, c'est un noble d'Ancien Régime, donc on rappelle qu'à ce moment-là, la noblesse était encore abolie, puisque la noblesse d'Empire, qui est une nouvelle noblesse, ne date que de 1808, mais donc on a ce côté, ce certain lustre, donc Dubert qui paraît comme un reliquat d'une société qui était censée avoir disparu aux yeux de quelqu'un comme Ferro, et il garde des habitudes donc d'Ancien Régime en ayant de l'honneur, c'est-à-dire qu'il est obéissant, mais s'il tourne le dos, il sera perçu comme un lâche, et pour un noble d'épée, être considéré comme un lâche, c'est le déshonneur absolu, donc il est obligé de transiger, il est obligé de faire le duel, il n'a pas le choix.
Alors, il y a vraiment quelque chose qui est disproportionné dans tout le film et dans toute la nouvelle, c'est-à-dire qu'on a un personnage d'Hubert dont on vient de parler, qui se plie à ce code d'honneur, mais on en a un autre qui est presque un maniaque homicide, c'est-à-dire que, je sais plus qui faisait la remarque, mais le personnage de Ferro, joué par Harvey Keitel, par certains côtés, il anticipe le film suivant de Ridley Scott, Alien, c'est-à-dire ce monstre qui ne lâche jamais sa proie, qui ne s'arrête jamais, qui n'aura jamais de satisfaction et qui relance toujours l'affrontement, alors que Dubert, finalement, il s'en passerait très bien. Et à plusieurs reprises, on le voit rappeler, entraîner de nouveau dans cette violence que Ferro veut en permanence instiller. Pour moi, Ferro, c'est l'incarnation de la guerre napoléonienne. Vraiment. On va toujours plus loin, puisque Dubert, comme c'est l'Ancien Régime, il y a ce côté guerre contrôlée, avec un peu de diplomatie, donc on contrôle, on a des objectifs clairs, et puis on ne va pas plus loin, alors que Ferro, c'est toujours plus loin, il veut la victoire finale, donc il veut tuer Dubert de toute façon, et tant qu'il n'aura pas éliminé, mis à genoux, donc, et même éliminer carrément son ennemi, eh bien, il ne s'arrêtera pas. Et c'est un peu le système napoléonien de la recherche de la victoire finale, la victoire décisive absolue, qui n'arrivera jamais, qui causera la chute de l'édifice. Un mot sur leur unité, ce sont des officiers de hussards, des officiers de cavalerie. Alors d'ailleurs, les uniformes, je crois, sont plutôt très fidèles. Enfin, je crois que Ridley Scott, d'après ce que j'ai lu, s'est entouré de gens qui ont plutôt fait ça bien, y compris du point de vue de l'apparence vestimentaire, de l'apparence des coiffures. Ils ont des cadenettes, c'est cette coiffure très particulière qui surprend un petit peu quand on voit le film au départ. Est-ce qu'on peut en dire un mot de la reconstitution de ces officiers de cavalerie ? Alors, moi, je suis pas vraiment spécialiste, c'est vrai, des uniformes, mais disons que pour une vision globale, enfin, donc pour une vision vraiment de l'histoire napoléonienne globale, ça tient de manière solide, puisque on voit bien que d'abord, c'est quand même des officiers de cavalerie qui sont... les hussards sont un peu une incarnation de cette guerre napoléonienne de toute façon. Donc d'abord, on les voit en bonne forme, bien habillés, et puis après, petit à petit, on voit que plus les années passent jusqu'à la Russie, et on voit qu'ils sont en guenilles, donc on voit que le lustre de l'armée évolue selon la période, et ce qui est bien, c'est que Ridley Scott a mis les années. Donc, on peut ouvrir une histoire de France ou une histoire des guerres de l'Empire. On va comprendre tout de suite donc la période du Consulat, donc 1801. On comprend que là, il y a eu une ascension, il y a une domination française. Donc là, ils tiennent le haut du pavé. 1806, oui, on est d'abord à Strasbourg en 1800, à Augsbourg en 1801 et à Lübeck en 1806. Donc là, effectivement, c'est la phase ascendante. Voilà. Et on voit qu'il y a quand même une allure, les uniformes sont beaux, il y a vraiment un équipement et même un équipage qui suit. Donc on a vraiment une vision de l'armée qui est propre, on va dire. Tandis que après, on voit vraiment la pente descendante, même si on observe une ellipse, parce que Joseph Conrad évoque la période entre 1806 et 1812, tandis que Ridley Scott, pour des questions de temps aussi, et peut-être parce que, comme c'est la phase où les deux duellistes sont séparés, eh bien, ça pouvait paraître peut-être plus ennuyeux dans l'intrigue du film, où ça aurait fait une cassure. On a évoqué ce moment de 1812 où les deux hommes se retrouvent en Russie. C'est toute une série de séquences assez extraordinaires. C'est pas la première fois évidemment que la Russie et la retraite de Russie sont montrées à l'écran, mais c'est quand même une évocation visuellement très forte, dans la mise en scène également, puisqu'ils sont sur le point de se tirer dessus et miraculeusement en quelque sorte, des Cosaques arrivent pour les mettre d'accord, parce qu'au lieu de se tirer dessus, ils vont tirer sur l'adversaire qui vient d'apparaître. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette manière de représenter la Russie qui évoque voilà, énormément de tableaux du 19e? Alors, personnellement, c'est une de mes visions préférées de la retraite de Russie, parce que c'est exactement comme ça que je l'imagine, avec des températures énormes. Même, je me rappelais les récits de Stendhal, parce qu'il faut rappeler que Stendhal, qui était le cousin de Daru, un des fidèles de Napoléon, a fait la campagne de Russie, a fait la retraite de Russie, et même, il a traversé le pont de la Bérésina quelques jours avant l'armée,
lui en a pris et il a toujours expliqué que la température était tombée brusquement, donc il y avait un véritable traumatisme. Même Stendhal a bien dit qu'il avait perdu le goût de vivre, le goût de tout pendant 1 an et demi. Donc après avoir survécu à la retraite de Russie, et on a cette idée d'une armée qui est anéantie, des gens qui meurent sur place, où c'est même il y a un instinct de survie, mais qui est même tétanisé par le froid. Ferro qui croit toujours au combat, et ça c'est un peu l'idée qu'on a de Napoléon qui voulait toujours se battre, alors que bon, il y avait l'affaire Mallet qui a fait qu'il a dû rentrer en catastrophe à Paris, mais c'est l'idée de il faut continuer la lutte, il faut se battre, et là on a des soldats complètement hagards, et, on se dit même que le duel allait commencer, donc que la guerre était finie. C'est-à-dire que malgré tout, Ferro et Dubert se disaient fini pour fini, on va mourir gelé, bah, autant se battre en duel pour mourir avec honneur. Et là, on a une sorte de Deus Ex Machina, c'est les Cosaques, donc qui relancent la guerre, qui interrompt le duel, et je trouve que justement ça a été très bien placé parce que on se dit que c'est un peu la Providence qui voulait que le duel soit reporté. Si on développe un petit peu l'opposition entre Dubert et Ferro, elle est vraiment remarquable parce que elle marche sur tous les plans, physique, moral, des origines, etc. Et ça marche aussi dans le casting puisque Ridley Scott a choisi un acteur californien pour Dubert, un acteur de New York avec un peu cette dureté, cette noirceur urbaine, Harvey Keitel pour Ferro. Et ça ressemble à ce qu'écrit Conrad puisqu'il dit bien que Dubert est un Picard qui est blond et élancé, que Ferro est un Gascon trapu, rusto, et du coup le film vraiment joue sur ces oppositions qui sont aussi des oppositions de fonctions militaires d'ailleurs. Mhm. Parce que Dubert est un officier d'état-major et Ferro, c'est celui qui est monté en grade au combat. Donc, on a toujours l'image de l'officier d'état-major qui est un planqué, qui est quelqu'un qui sait bien se montrer, qui arrive à être bien vu auprès des bureaux. Donc, il est vu de l'état-major, il est vu du pouvoir. Donc, il monte en grade plus facilement. Et alors, c'est quelqu'un d'intellectuel finalement, puisque l'état-major, ça implique la logistique, et la logistique est la maîtresse des armées finalement. Il a donc une plus grande vision. Tandis que Dubert, c'est vraiment le bourrin. C'est celui qui se bat, donc le côté, on va dire, chevaleresque, le côté gascon, celui qui se bat, qui ne sait que se battre, c'est un soudard, un peu comme Blaise de Montluc au XVIe siècle, après la figure de D'Artagnan qu'on a développée plus tard, ou même quelqu'un comme le maréchal Jean de Gassion aux premières années du règne de Louis XIV. Et donc on a des images un bon clivage dans les images des deux officiers, mais on voit bien cette différence et cette jalousie qui existe entre ceux qui sont bien vus, puisqu'on a la figure de Berthier, notamment dans l'état-major, Berthier qui est vraiment une des petites mains de Napoléon, et là soudainement on voit qu'il est promu, il monte en grade, et Ferro, ça l'incite à vouloir monter en grade aussi, parce que je rappelle qu'entre deux officiers, pour qu'il y ait duel, il faut être à grade égal. Et là, les montées en grade étaient jouées pour éviter le duel, mais donc Ferro se donnait sur le champ de bataille pour monter en grade, tandis que Dubert, ça reste globalement un officier d'état-major, donc on se dit, mais quel service distingué, il a été dans les bureaux, donc on disait que c'était un faillot, ou que finalement c'est quelqu'un de pistonné, et forcément un soudard considère que c'est un homme sans honneur, puisque c'est un planqué. Alors cette opposition, elle prend un tour encore plus intéressant à partir de 1814, et le film, même avec une ellipse sur les 100 jours, est très fin sur la façon de montrer ce qui se joue autour de la première abdication, de la première restauration, puis de la seconde restauration, avec un Dubert qui est un peu caméléon, qui est capable quand même de se fondre dans ce nouveau monde post-napoléonien, de contracter un mariage avec une famille royaliste, mais sans renier entièrement ses convictions napoléoniennes. Bon, on a l'impression qu'il arrive à naviguer assez bien dans tout ça, même s'il boite depuis la Russie, hein, il n'est pas revenu indemne, mais en tout cas il arrive à se fondre dans ce nouveau paysage, et un Ferro qui lui est totalement en décalage, il abandonne pas, il quitte pas son bicorne napoléonien, il ressemble de plus en plus à l'empereur, et il est incapable de tourner la page. Oui, parce que Ferro doit tout à l'empereur. Sa carrière,
c'est l'empereur. C'est vraiment, il incarne un peu cette figure légendaire, parce que bon, on a beaucoup fait de légendes autour des vétérans de Napoléon, cette légende du soldat qui devait tout son destin, son existence à l'empereur, et que sans lui, il n'est plus rien, puisque on pouvait espérer la Légion d'honneur, des montées en grade, des pensions, même un bon mariage, tandis que d'Hubert, la Restauration arrive, donc il retrouve ses oripeaux de nobles d'Ancien Régime. Alors, certes, il a sûrement fait partie, donc dans l'histoire des duellistes, de cette noblesse d'Ancien Régime qui s'est ralliée à la stabilisation, à la remise en ordre incarnée par le consulat, puis l'Empire, mais tout en gardant ses convictions. C'est un peu comme le comte d'Agou, celui qui a épousé Daniel Stern. Donc c'est ces mémoires qui sont un peu dans le même style, où on voit qu'il a servi la France impériale, donc on sert la France, mais quand le roi revient, eh bien on se rallie au roi. Et donc D'Hubert contracte en effet un mariage au moment où c'est la paix, et ça m'a fait penser à ces officiers qui contractaient mariage soit dans une pause de leur carrière, soit à la fin de leur carrière. Donc dans mes travaux, j'avais pensé au maréchal de Villars, parce que avant de devenir maréchal, il avait un moment pensé que sa carrière était finie, et donc il allait se retirer, et c'est à ce moment-là où il y a eu ce petit moment de pause où il a contracté mariage, parce que il pensait que c'était terminé pour lui. Bon, c'était en fait qu'une pause, et puis même il a eu son ascension. Et D'Hubert se marie au moment où il y a une pause pour lui. La France est en paix, il peut reprendre sa vie de noble, et donc contracter un mariage à la hauteur de son rang, puisque là, il peut retrouver son rang, tandis que ceux qui étaient nobles d'Empire étaient toujours présentés comme ayant été humiliés par la société de cour de la première Restauration. On a les anecdotes de la maréchale Ney qui pleurait constamment, ou même de ceux qui disaient j'ai 25 ans de service, 25 ans de brigandage. Donc il y avait beaucoup d'humiliation pour des vétérans de l'Empire, et Ferraud incarne cette humiliation, cette colère rentrée qui explose au moment du retour de Napoléon. On voit d'ailleurs un personnage de demi-solde dans la rue, c'est-à-dire ces militaires mis en congé parce que jugés d'une loyauté insuffisante à l'armée royale, et qui du coup en sont réduits à mendier ou à vivre petitement, alors que D'Hubert, lui, il a effectivement gardé, même consolidé son statut social. Donc là, ça montre très très bien ce contraste, même si, et c'est là où le film est intéressant, et il est assez fin également, les royalistes parmi qui D'Hubert s'insère sont pas du tout présentés sous un bon jour. Le personnage, le père de son épouse, est un noble qui a l'air à moitié édenté, à moitié illuminé, et qui est un personnage plutôt repoussant. Il fait un peu penser à ces nobles qu'on voit danser dans la Marseillaise de Jean Renoir, ces nobles qui sont à Coblence et qui reconstituent un monde complètement disparu de façon dérisoire. Donc le film ne bascule pas, son ton reste dans l'ambiguïté. Oui, et ça donne aussi l'image d'une noblesse totalement désargentée, c'est-à-dire qui essaie en apparence de refaire ce qu'il y avait un quart de siècle auparavant, mais en fait, ce n'est plus la même chose. Et là, on repense à certains romans de Balzac, comme Le Cabinet des Antiques ou La Vieille Fille, où on voit cette société d'Ancien Régime provincial qui essaie de se rétablir à la chute de Napoléon, mais on voit que ça n'est plus la même chose. Il n'y a plus d'argent, on essaie de garder des apparences, alors que finalement tout ce qui reste, c'est l'ancien sang qui progressivement ne vaut plus rien, ou va jusqu'à une sorte de jusqu'au-boutisme, c'est-à-dire de rechercher des unions égales. Donc là, D'Hubert est une bonne occasion, d'autant plus qu'il est quand même un peu plus fortuné, mais d'autres lignages qui finalement se sont éteints faute de collusion avec l'autre noblesse, la noblesse d'Empire, qui pour certains ne voulait chercher qu'à s'agréger à l'ancienne noblesse.
Alors si on revient à nos deux protagonistes, donc on comprend que après leur première rencontre en 1800, victoire de Dubert, deuxième rencontre en 1801, victoire de Ferraud, une troisième rencontre qui est plus ou moins un match nul où ils s'affrontent de manière acharnée dans une cave voûtée et ils finissent en sang l'un et l'autre, un quatrième duel à cheval, toutes ces péripéties qu'on a évoquées, la retraite de Russie, et puis au moment de la Restauration, une pause, une accalmie dans leur affrontement, et une pause pourquoi ? Parce que Ferraud a des ennuis. Ferraud, en fait, est sur les listes de proscription qui sont en train d'être établies. Et là, il y a une scène assez intéressante où Dubert, qui pourtant est pourchassé par Ferraud, cette espèce de maniaque du duel qui veut à tout prix sa vie, eh bien, Dubert va intercéder pour lui auprès de Fouché. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette scène ? Alors c'est la noblesse de cœur, l'honneur, en fait c'est vraiment c'est cette incarnation de cet esprit de noblesse de cœur qu'utilise Dubert, ce côté miséricordieux, cette mansuétude toute chrétienne face à son ennemi juré. Parce que même Dubert ne comprend pas pourquoi il est autant pourchassé. Alors cette séquence avec Fouché, alors bon, entre nous, le choix de l'acteur a été très mal choisi. Alors c'est un bon acteur, hein, mais Fouché était émacié, c'était une incarnation de la mort, un aspect squelettique. Donc mettre quelqu'un de mieux portant. Oui, c'est Albert Finet. Oui. C'est Albert Finet, et la légende dit que Ridley Scott n'avait pas les moyens de l'engager pour le tournage, mais qu'il lui aurait proposé une caisse de champagne et qu'il a fait gracieusement. Bon, quoi qu'il en soit, voilà, il joue Fouché. Et Fouché, il faut rappeler qui c'est à cette époque. Hein. Il est l'un des personnages les plus puissants du royaume. Oui, parce que Fouché, bon, c'était le célèbre ministre de la police de Napoléon pendant de longues années. Il était revenu pendant les 100 jours, mais il a été à la tête du gouvernement provisoire à la suite de l'abdication de Napoléon. Et il voulait un peu tirer les ficelles. Bon, il s'est emmêlé puisque il a signé des listes de proscription, notamment en mettant Carnot dedans. Et on a ce fameux échange quand Carnot a dit « Traître, où veux-tu que j'aille ?» Fouché répond « Imbécile, où tu voudras ». Et donc Fouché lui-même plus tard sera proscrit en tant que régicide, mais il y a un moment où il détient des ficelles, il a certains pouvoirs, et donc Dubert vient le voir pour éviter la proscription à Ferraud. Et on voit que au-dessus de toute c'est que Dubert reste un homme d'honneur qui ne succombe pas à la terreur blanche. Parce que là, on est au moment de la terreur blanche où il y a, on va dire, une sorte d'épuration sauvage de certaines personnes incarnant l'Empire. Parler du massacre des Mamelouks à Marseille, l'assassinat du maréchal Brune à Avignon. Donc ça, c'était avant la terreur blanche légale, qui a été incarnée notamment par l'exécution du maréchal Ney ou du général Mouton du Vernet. Et là, on a quand même quelqu'un qui aurait pu avoir toutes les raisons de se venger de ceux qui incarnaient une usurpation. D'ailleurs, je précise qu'aux Archives nationales, le registre de la Chambre des Pairs pendant les 100 jours est intitulé « Usurpation ». Il a été fait pendant la Restauration, donc il y a marqué « Usurpation » dessus. Et Dubert se met au-dessus de tout ça. Ils ne sont pas dans cette médiocrité vengeresse, puisque il est présent, lui il est en bonne position, et il ne voit pas pourquoi il doit chercher à écraser, à éliminer son ennemi, puisqu'il est à terre, et on n'achève pas un ennemi à terre. On peut penser aussi, au-delà du contexte historique, qu'un élément dramaturgique qui consiste à dire pour Ridley Scott, et avant lui pour Conrad, que d'une certaine manière, leur duel et la pulsion de mort qui les anime les a aussi rapprochés, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui les a soudés, même à travers un affrontement inexpiable. Ah, mais moi j'ai toujours pensé que Dubert aurait pu, voulait être finalement ami avec Ferraud pour dire maintenant on est quitte, parce qu'à un moment il le dit, est-on quitte ? Et Ferraud dit non. C'est que Ferraud, lui, vraiment veut la victoire finale. Tandis que Dubert veut bien faire le compromis. Bon, là, c'est encore un petit peu le côté 18e siècle où la France qui se bat contre l'Autriche et puis après une alliance avec l'Autriche. Donc, on peut avoir des inversions d'alliance. C'est un petit peu une diplomatie à l'ancienne qui n'est pas celle de Ferraud qui veut finalement dominer et avoir sa victoire finale, quoi qu'il arrive.
Mais en faisant ça, en même temps, il piège Dubert, puisque Dubert a ce code d'honneur qui l'empêche de renoncer, et l'honneur, il en dit un mot dans une scène assez belle, où il est blessé, il est dans un bain avec sa compagne qui essaie de le soulager, et il est sur le point d'éternuer, ce qui lui ferait très mal parce qu'il est blessé, donc il veut surtout pas éternuer, et pour essayer de détourner son attention, sa compagne lui dit « mais décrivez l'honneur », et il dit « l'honneur est indescriptible, et on ne peut pas en sortir ». On écoute cet extrait. Describe honor. Honor? Honor. Honor is Go on, you must. indescribable, unchallengeable. Indescribable, unchallengeable. Voilà, l'honneur indescriptible et impossible de le défier. C'est quelque chose qui persiste encore en ce début du 19e siècle, ce code d'honneur, dans d'autres couches sociales, ou c'est uniquement un vestige aristocratique? L'honneur, c'est un concept nobiliaire. C'est inhérent à la noblesse. D'ailleurs, on avait bien un tribunal du point d'honneur au XVIIIe siècle, présidé par des maréchaux de France, et ça ne réglait que des affaires d'honneur entre nobles. Donc, on voit bien que c'était pour finalement cet ordre social différent des autres. Et les questions d'honneur alors, finalement, je trouve qu'au XIXe siècle, elles ont pu justement s'agréger à une sphère plus bourgeoise ou même à une société militaire où donc il n'y avait pas forcément il n'y avait pas que des nobles, c'est normal, donc on a des officiers qui étaient roturiers, mais parce que on passe vraiment de l'idée d'une société d'ordre à quelque chose qui, sous l'Empire, quand même, a des airs forts de société militaire. Et donc l'honneur prend une autre ampleur, devient plus vaste. Et étant donné que par la suite, ça prend une dimension politique, puisque on a la lutte entre finalement les royalistes, les bonapartistes, donc on a des enjeux politiques qui font que on quitte cette sphère purement sociale pour quelque chose de plus symbolique et de politique. Je repense à un passage du Crime de Sylvestre Bonnard d'Anatole France, où on voit la dispute entre un bonapartiste et un royaliste, où on voit que finalement, la question de l'honneur ne prend une ampleur politique. C'est une ampleur politique qui dépasse l'origine sociale en fin de compte. C'est l'impression que ça donne. Donc on a finalement une dilatation de l'honneur. Est-ce qu'on peut dire un mot des scènes de combat, parce qu'elles sont, moi je les trouve extraordinairement frappantes. Alors on l'a dit, hein, Ridley Scott n'en est pas resté là, il a filmé de nombreux autres combats par la suite, que ce soit dans Gladiator, que ce soit dans les nombreux films de KPDP entre guillemets qui ont suivi, mais c'est parmi les plus forts, surtout quand on a vu récemment Les Trois Mousquetaires sortis sur les écrans français. Là on est très frappé par la sobriété des combats, par leur brièveté, c'est-à-dire que il peut y avoir des moments où il y a quelques passes d'armes, et puis très vite quelqu'un est blessé, et une dimension très meurtrière du duel, très directe du duel. On n'est pas là pour faire des arabesques, on n'est pas là pour faire joli, on est là pour porter le fer, et le film le montre de manière très très forte, je trouve. Oui, les scènes de combat sont vraiment excellentes, et aussi la partie du duel avec les chevaux à cheval, de duel à cheval. On a l'impression que c'est le combat, le tournoi de chevalier, mais aussi, je trouve qu'il y a un côté aviation, combat aérien, avec ce son qui me rappelle presque les vieux documentaires sur la Seconde Guerre mondiale, avec la sirène déclenchée par les avions de la Luftwaffe. Donc on a ce côté guerre mécanique, pourtant avant l'heure. Oui, il faut dire aussi qu'ils se battent au sabre de cavalerie, ils se battent à l'épée, ils se battent au pistolet, ils se battent à pied, ils se battent à cheval. Donc on a une sorte de panorama des manières de se battre tout à fait impressionnante. Et cette scène à cheval, elle est très frappante en plus, parce que on peut la mettre en parallèle avec une autre chevauchée à travers bois, qui est celle de Russell Crowe, donc Maximus au début de Gladiator, parce que là, il y a des cadrages qui sont presque exactement les mêmes quand on voit la façon dont sont filmés les chevaux courant à travers la forêt. Il y a vraiment quelque chose qui résonne. Et puis les décors naturels sont aussi très beaux. Tout a été tourné, quasiment tout a été tourné en Dordogne, près de Sarlat, et il y a vraiment des cadrages qui évoquent des peintures.
Oui, des peintures, et c'est là où on va se mettre d'accord, je pense, la référence à Barry Lyndon, puisque c'est le film de... En fait, c'est un film qui a quand même été produit à la même époque. Alors, attention, sur Barry Lyndon, c'est la période antérieure, puisque c'est tiré d'un roman de Thackeray, et qui évoque le XVIIIe siècle, et qui est un roman picaresque, mais aussi qui est un pastiche des mémoires XVIIIe siècle. Tandis que Le Duel, c'est déjà ce côté... je dirais pas pastiche de mémoire napoléonien, mais disons ces mémoires napoléoniens qui ont paru un peu exagérés ou qui ont pu un peu tordre les faits pour se mettre en valeur. Bon, les cahiers du capitaine Coignet, mais surtout, je pense aux mémoires de Marbeau, qui même ont beaucoup d'affabulation. Et, donc, on voit bien cette empreinte historique. Et donc, pour revenir à Barry Lyndon, on a en effet ces scènes de tableau qu'on retrouve chez Ridley Scott pour les duellistes. Alors, sans Oui, il faut dire que c'est 2 ans plus tard. C'est 2 ans plus tard. Barry Lyndon, c'est 1975, le film de Kubrick, Les Duellistes 1977, et il y a clairement une inspiration qui déteint de l'un sur l'autre. Oui, mais par contre, Ridley Scott ne fait pas trop d'une peinture napoléonienne du type Édouard de Taille. C'est vraiment encore ce qui est paradoxal, un mélange de peinture 18e siècle, donc anachronique par rapport aux peintures des gens napoléoniennes, mais tout en lorgnant vers certaines peintures, disons, de l'époque restauration, début de monarchie de Juillet, mais pas en tout cas ce côté peinture glorieuse et un peu pompier de la fin 19e, début 20e. Il y a un plan en particulier qui fait vraiment penser à une peinture, c'est ce plan final où on voit Ferraud vaincu et contraint de renoncer au duel, parce qu'en gros, il a été mis en joue par Dubert, qui lui a dit maintenant, j'ai vécu sous votre point d'honneur depuis 15 ans, maintenant c'est vous qui allez être sous le mien, et vous allez cesser de me poursuivre, vous êtes mort pour moi, vous allez être en état de mort sociale en quelque sorte, ce qui redouble finalement sa mort sociale en tant qu'ancien officier napoléonien qui trouve plus à s'insérer dans la société, donc il y a vraiment ce double sens qui est très fort, et du coup on voit Ferraud errer dans la campagne, il finit par monter sur un promontoire, sans doute au-dessus de la vallée de la Dordogne ou de la Vézère, il regarde au loin un soleil couchant, il est filmé de dos à la gauche du cadre en bicorne, et là on ne peut pas ne pas penser au tableau de Sandman qui présente Napoléon à Sainte-Hélène. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand j'enseignais en cours de français la fin des duellistes et du duel, je mettais ce tableau de Napoléon. Donc, donc il y avait la fin du film, et après je distribuais le tableau, et pour dire qu'il y a une ressemblance. Ça saute aux yeux, il est en exil, c'est un exil intérieur pour lui, mais il est considéré comme mort, puisque Sainte-Hélène, c'est une mort sociale, il est oublié, on est loin de tout, il ne peut pas revenir, c'est sans retour, et Ferraud aussi est dans une situation sans retour. Merci beaucoup Fadi El Hadj. Est-ce que, pour finir, vous auriez un ou des conseils de lecture que vous voudriez partager ? Vous avez cité beaucoup de textes d'époque, mais est-ce qu'il y a des choses... Oui, donc je disais, là actuellement je suis dans une phase un peu balsacienne, donc je conseillerais notamment Le médecin de campagne, puisque nous avons toute la vision du vétéran napoléonien, et qui rencontre aussi un autre vétéran napoléonien qui raconte sa vision complètement religieuse et magique de l'empereur, qui est assez incroyable, et qui est presque une parodie de la légende napoléonienne. Et aussi, alors, dans un côté un peu plus grave, du côté de Balzac, la nouvelle Adieu, qui parle de tout simplement un stress post-traumatique issu de la campagne de Russie. Et d'ailleurs, le psychiatre aux armées Louis Croc, décédé récemment, l'avait analysé dans un ouvrage récent sur les traumatismes de guerre et la littérature, qui est apparu chez l'Harmattan en 2020. Donc je recommande hautement aussi la nouvelle Adieu de Balzac, qui est extrêmement frappante, et qui aussi peint ces tableaux de la retraite de Russie de façon assez frappante. Et en dernier,
au titre des mémoires, j'ai un grand attachement aux mémoires de Ségur, et notamment cette campagne de Russie de 1812 qui a valu l'ire du général Gourgaud, qui était compagnon d'exil de Napoléon, mais de manière acharnée, qui était vraiment attaché viscéralement à Napoléon, et qui a écrit un livre pour contester la vision de Ségur, et qui a provoqué Ségur en duel. Merci beaucoup. En parlant de stress post-traumatique, l'occasion de rappeler aussi que le livre de Thomas Dodman, Nostalgie, sur les affections psychologiques des soldats au XIXe siècle, loin du combat ou loin de chez eux, a été traduit récemment au Seuil, et que c'est une référence intéressante pour réfléchir à ces enjeux. Excellent livre d'ailleurs, mais j'ai l'édition anglaise. Merci beaucoup. Merci André. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist, et à bientôt pour un prochain épisode.